Bill Gates, what's your favorite animal? Dog. What's your favorite food? Hamburger. What do you eat for breakfast? Nothing. What is your worst fear? I don't want my brain to stop working. Bill is a multiprocessor. He'll be reading something else, but then processing at the same time. It's chaos. He thrives on complexity. He makes a framework in his mind, and then he starts slotting in the information. If something doesn't line up and he gets really frustrated, it's scary. But when Bill stills himself, he can pull ideas together that other people can't see. At Microsoft, I worked night and day, and that was how I made sure Microsoft stayed ahead. I could be so extreme. You never understood the first thing about this. Microsoft hit a new record high on Wall Street. Rivals paint a dark picture. He'll do whatever he can to capture more of the market. Our mother wanted him to focus on community and family. I gave my mom a hard time not following what she wanted. You don't raise a family hyper-focused in your head. Each one of us has to start out with developing his or her own definition of success. I had the wrong way of looking at things. In life, you have to decide what's important in the world. I will look at energy, climate change, and disease eradication. It's important that we start deploying solutions unnaturally fast. We are running out of time here. He tends to look at problems from unusual angles. There hasn't been innovation in nuclear energy for 25 years. What are the odds of getting the job done? If you want to make a dent in this, you better think in wholesale magnitudes. He's at his best when the deck is stacked against him. There's many challenges. This is harder than I expected. Ultimately, it's not what you get. It's what you become. Ce que vous venez de voir est la bande-annonce d'un documentaire, on peut le dire, assez élogieux sur Bill Gates, présenté comme l'un des plus grands philanthropes du monde. Lionel Astruc, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes écrivain et journaliste, vous avez publié L'art de la fausse générosité sur la fondation Bill et Melinda Gates aux éditions Actes Sud, un livre enquête qui dévoile un peu la face cachée de la fondation la plus puissante du monde et de la pseudo-générosité de Bill Gates. Quelle est votre réaction en voyant cet extrait du documentaire ? Pour tout vous dire, en fait, c'est ce genre de message qui m'a poussé à écrire le livre. Ils en font tellement trop, justement, dans ce... Alors, maintenant, on va voir le documentaire, ça n'est que l'annonce, mais on voit bien que ça va être une agiographie très complaisante, très mielleuse, qui va nous présenter un homme qui est plus proche du Dieu que de l'homme normal. On le voit bien avec cette bande-annonce. Et en fait, moi, c'est vrai que j'ai lu des articles, y compris dans des suppléments de magazines consacrés au mécénat, avec des journalistes qui étaient spécialisés, etc., et qui continuaient en fait à présenter Bill Gates comme si c'était vraiment un exemple de générosité. Il est d'ailleurs devenu en fait une sorte d'étalon de mesure de ce que c'est que la grande générosité. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on parle de philanthropie, de mécénat, on dit « Ah oui, c'est comme Bill Gates qui donne tellement, etc. » Et au bout d'un moment, c'est vrai que moi, connaissant déjà, avant de démarrer l'enquête, une partie de ce qui se cachait derrière ce joli décor, à un moment donné, j'ai trouvé ça vraiment insupportable et donc j'ai commencé cette enquête. Alors dans le livre, vous développez un terme, le philanthrocapitalisme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Oui, le philanthrocapitalisme, c'est donc un mélange de générosité et de capitalisme. Et l'idée, en fait, des tenants de ce mouvement, qui sont tous de très très grandes fortunes, c'est qu'en fait, ils vont pouvoir, à travers la générosité, faire des affaires. Et c'est l'idée aussi que, en fait, finalement, ils font le constat que la philanthropie actuelle, elle n'est pas assez efficace et que si elle voulait être plus efficace, il faudrait qu'elle utilise les méthodes du capitalisme. Ce que ça suppose, c'est qu'en fait,
le philanthrocapitalisme met au centre de son fonctionnement les grandes entreprises, les multinationales, et surtout des méthodes capitalistiques et commerciales. Et donc, si la philanthropie vient alimenter le commerce qui les rend riches, eux, ça ne pose aucun problème. Il n'y a donc pas de remise en question de la justice sociale. Il n'y a pas de remise en question du système. En fait, ce qui est dingue, c'est que l'argent de la fondation provient d'investissements auprès de grandes entreprises, des grandes entreprises qui contribuent justement à la pauvreté dans le monde. Ça, est-ce que vous pouvez nous expliquer? Le financement de la fondation Bill et Melinda Gates, c'est vrai que ce qu'on voit de l'extérieur, c'est on a l'impression qu'il y a des dons très importants qui sont faits. Bon, en tant que journaliste, on doit en fait simplement, je crois, analyser les faits. Et les faits, c'est que entre 2011 et 2019, eh bien, la fortune de Bill Gates, elle est passée de 56 milliards à 96 milliards d'euros. Donc elle a augmenté de 40 milliards d'euros en 8 ans. Donc on ne peut pas dire qu'il est en train vraiment de se dépouiller au profit des pauvres. Alors comment il fait pour à la fois accroître sa fortune dans de telles proportions qui sont vraiment astronomiques et en même temps faire croire qu'il est généreux dans le monde entier, que c'est l'homme le plus généreux? En fait, c'est un système de placement, effectivement, comme vous l'avez dit. Et ces placements, ils sont faits via ce qu'on appelle un trust, c'est-à-dire un fonds d'investissement. Donc, à la fondation est adossé un fonds d'investissement. Et ce fonds d'investissement place de l'argent. Et ce ne sont que les dividendes de ces placements qui vont ensuite alimenter la fondation. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Alors, ça, à la limite, je dirais, ça pose pas de problème si les investissements sont vraiment irréprochables. Ou alors si les investissements eux-mêmes contribuent à ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. Mais là, où investit le trust de la fondation Bill et Melinda Gates? Il investit dans l'armement, et notamment un fleuron de l'armement britannique qui s'appelle BAE Systems, beaucoup dans les énergies fossiles. Il faut savoir que ce fonds investit dans 35 des 200 sociétés les plus émettrices de gaz à effet de serre. Bon, les laboratoires pharmaceutiques, les OGM, Monsanto bien sûr, et la malbouffe avec Coca-Cola, McDo, etc. Est-ce que vraiment investir dans ces sociétés-là, les encourager, leur donner les moyens de se développer, je pense par exemple aux énergies fossiles, est-ce que c'est vraiment un acte de philanthropie? Est-ce que vraiment on va arriver à se sortir d'affaire avec ce genre de comportement? C'est pas sûr. La Fondation Gates couvre des domaines très vastes, tels que la santé, l'éducation et l'agriculture. Mais alors, sous couvert de philanthropie, c'est ce que vous révélez dans le livre, en fait, sa fondation, elle aide surtout des grands groupes à conquérir des marchés comme Coca-Cola, par exemple. Oui, c'est ça qui est vraiment... plus on s'enfonce dans cette affaire, plus on va loin, en fait, dans les vérifications, l'observation, l'analyse de ce grand mécano qui a plusieurs étages, on comprend maintenant, plus on s'aperçoit que, décidément, tout est effectivement dédié aux grandes entreprises et aux multinationales. Et ça implique des conflits d'intérêts à grande échelle et à petite échelle. Mais commençons effectivement par la petite échelle. En fait, souvent, on constate que les entreprises qui sont dans les placements du trust de la fondation Bill et Melinda Gates, donc qui reçoivent les investissements de la fondation, font également partie en fait des bénéficiaires des dons. Donc là, il y a un vrai problème, c'est-à-dire qu'on donne de l'argent à une entreprise qui va vous en rapporter. Moi, c'est pas vraiment ce que j'appelle de la générosité. On a plusieurs cas où on peut vraiment vérifier ça sans problème, et notamment Coca-Cola, qui effectivement a eu en 2014 538 millions d'euros de placement du trust de la Fondation Gates, et qui par ailleurs profitait de programmes destinés à former 50 000 agriculteurs pour qu'ils puissent cultiver des fruits de la passion. Donc ça se passait au Kenya. Bon, pour Monsanto, c'est le conflit d'intérêts encore plus énorme, à tel point qu'un ancien haut responsable de Monsanto, Rob Horch, fait partie de l'équipe de la fondation aujourd'hui. Donc la fondation Bill et Melinda Gates en Afrique, c'est vraiment le cheval de Troie en fait des OGM et de Monsanto. Donc effectivement, donner à de grandes entreprises comme Monsanto, Coca-Cola ou McDonald's, c'est pas sûr que ce soit vraiment une méthode qui nous fasse changer de paradigme
et arriver à une vraie solution, quoi. Oui, et surtout, en plus, la fondation, elle aide surtout des ONG dont le siège est basé aux États-Unis. Elle n'aide pas les ONG qui sont dans les pays en Afrique. Ça, c'est très intéressant. En fait, c'est un constat qui a été dressé par une revue scientifique britannique, The Lancet, qui, en fait, s'est aperçu de deux choses. Donc, ils sont plus axés sur la santé, mais ils se sont aperçus que la fondation Bill et Melinda Gates, qui donnait une image d'être très proche de l'Afrique, donc on voit souvent Bill Gates et sa femme avec les Africains, etc. En fait, ils n'ont pas confiance du tout dans ce qui se passe en Afrique et dans les Africains eux-mêmes et dans les populations qu'ils aident de manière générale. Et ils préfèrent en fait que leur argent passe par des pays riches. Et en réalité, seuls 5% de l'argent qu'ils donnent arrive sur place. Les conséquences de ça, en fait, c'est que ces Africains dans lesquels il n'a pas confiance du tout, et auxquels il prétend en fait apporter des solutions venues du haut sans trop leur demander leur avis, ne peuvent pas développer leurs infrastructures de recherche, de soins, etc. Et ils sont en fait obligés d'accepter les missions qui viennent soit de grandes agences de l'ONU, soit effectivement de grosses ONG, quoi. Ce qui est encore plus pernicieux, j'allais dire, c'est que là où ça rejoint les conflits d'intérêts, c'est qu'on s'aperçoit aussi que lorsque, et ça c'est encore le Lancet, donc cette revue scientifique qui le dit, lorsque la fondation Bill et Melinda Gates choisit des programmes à financer, elle préfère financer des programmes qui vont susciter la création de marchés plutôt que d'autres qui vont autonomiser en fait les gens qui ont des problèmes. Et en l'occurrence, on le voit à chaque fois qu'il y a deux solutions, à savoir un remède naturel fabriqué localement par les populations locales et un vaccin qui va être vendu par un grand laboratoire venu de l'extérieur et d'un pays riche en l'occurrence, et ben la Fondation Gates en fait choisit les maladies qui font appel à l'ouverture de marché, à la création de vaccins. Oui, ça on peut être plus précis. Est-ce que juste vous pouvez nous expliquer, c'est qu'en fait c'est contre le paludisme Oui, alors le cas s'est effectivement présenté avec le paludisme, précisément, où effectivement il y a une méthode dont il a été prouvé qu'elle fonctionne, qui est l'artémisia, qui est une plante qui se boit en tisane et qui donc peut être cultivée en fait par les agriculteurs, les petits agriculteurs locaux. Et si c'est bien administré, si c'est bien pris, ça marche vraiment bien, quoi. Et donc maintenant on a des sujets de thèse, des études qui viennent affirmer, valider ce soin. Et puis on a un vaccin, le Mosquirix, produit par GSK. Et c'est vrai que la fondation Bill et Melinda Gates, en fait, a utilisé son influence auprès de l'OMS, influence qui est décisive, pour faire en sorte que ce soit plutôt les vaccins qui soient préférés, voire pour que l'artémisia soit interdite. Alors, il faut le dire aussi, Bill Gates, il a une idée en tête, c'est le salut du monde viendra par la technologie. Petit à petit, en démontant en fait ce grand mécano, j'en suis venu à m'intéresser de plus en plus en fait à la psychologie de Bill Gates, parce que en fait, je le crois sincère dans sa démarche. Ce qui est peut-être le plus grave en fait constat, parce que ça veut dire qu'il ira jusqu'au bout, il y croit vraiment, il n'est pas dans une démarche de flouer tout le monde. En fait, il est floué lui-même par sa propre obsession. Et effectivement, son obsession, c'est la technologie. Et quand je dis que j'ai essayé de me mettre à sa place et de comprendre sa psychologie, en fait, il faut comprendre que c'est quelqu'un qui a réussi à devenir le maître du monde, si j'ose dire, grâce à la technologie. C'est-à-dire que ce moment où il s'est accaparé un savoir informatique qui en réalité était un patrimoine commun à l'époque et que lui, dont il s'est emparé, il a rendu quelque chose de gratuit payant à ce moment-là. Et il a eu aussi cette intuition et cette capacité de travail assez incroyable qui ont fait qu'il est passé devant tout le monde et qu'il a construit des monopoles autour de l'informatique. C'est ça qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Et donc pour lui, la technologie, c'est quelque chose d'indépassable. C'est pour ça qu'il aime les vaccins, c'est pour ça qu'il aime les téléphones, l'informatique. Et pour lui, en fait, la solution, elle est là. Or, comme disait Albert Einstein, on ne peut pas utiliser pour sortir d'un problème les mêmes modes de pensée qui ont servi
à créer ce problème. Et lui, c'est précisément ce qu'il est en train de faire. Et c'est ça qui est vraiment dangereux, quoi. C'est-à-dire que c'est avec quelqu'un comme ça, qui est reconnu par la population très largement comme étant vraiment un exemple de générosité, un génie, comme on l'a vu dans la bande-annonce tout à l'heure. C'est vraiment avec ce genre de personnes qu'on peut être poussé à l'effondrement et de manière accélérée, quoi. Oui, parce que vous l'avez dit, hein, la plupart des financements qui sont faits par la Fondation en Afrique, c'est à but commercial. Il a notamment décidé d'importer l'idée de brevet. Il essaye d'imposer aux États l'idée qu'il faut breveter chaque nouvelle chose qu'importe la Fondation. En fait, il a une stratégie en Afrique qui est double et qui a pour objectif d'imposer les semences commerciales, les semences brevetées, les OGM. Et cette technique, en fait, elle consiste à dire de manière très hypocrite qu'il n'y a aucun problème, les semences libres et paysannes, qu'elles se développent, qu'elles continuent, mais nous, à côté, on va développer des semences commerciales. En réalité, il fait un lobbying très intense auprès des gouvernements africains, et plus ces semences commerciales sont acceptées, en fait, dans ces pays d'Afrique, plus la réglementation devient dure, et plus les semences libres, en fait, sont marginalisées. C'est-à-dire que plus vous avez de semences commerciales, plus les semences paysannes sont difficiles à faire accepter d'un point de vue réglementaire. C'est-à-dire qu'en fait, il essaye d'écraser avec une arme juridique les semences libres. Et la deuxième stratégie qu'il emploie en Afrique, et on l'a vu notamment au Malawi, c'est que sa fondation, prétendant aider en fait les petits distributeurs de graines, va en fait les former à la vente de graines commerciales et faire augmenter la proportion de graines, et notamment Monsanto, vendues dans ces endroits-là. Et ça, on le voit, je vais dire chiffre à l'appui, il fait augmenter le chiffre d'affaires de Monsanto dans ces pays-là, quoi. Alors vous dites aussi que ce qui fait qu'il est autant acclamé par les médias, c'est la mainmise qu'il peut avoir sur eux à travers l'argent implanté aussi dans les médias. Moi, ce qui m'a vraiment surpris au début de cette enquête, c'est de voir le peu d'esprit critique qui était développé à l'encontre de Bill Gates. Ceux qui vont lire ce livre, s'ils voient ensuite le documentaire, encore une fois sous réserve de voir le reste, mais la bande-annonce laisse assez peu de doute, verront quand même qu'il y a un tel abysse entre cette image policée qui nous a été envoyée partout à travers le monde et la réalité. Moi, c'est vraiment ça qui m'a fait réagir. effectivement, je me suis posé la question de savoir, mais comment est-ce qu'il est parvenu ? Il y a quand même un moment qui est vraiment très surprenant. C'est-à-dire qu'à la fin des années 90, en 98, il a été attaqué par le gouvernement américain. Parce qu'il utilisait des abus de position dominante pour imposer en fait son logiciel Internet Explorer et pour mettre Netscape de côté. Et pour ça, il a eu des pratiques très violentes à l'égard d'autres entreprises. Et ça, quand on est attaqué par le gouvernement américain parce qu'on en fait trop pour le capitalisme, c'est quand même qu'on va vraiment très très loin dans l'aspect sauvage du capitalisme, hein. Mais ça a été un procès. Ici, en fait, on est passé un peu à côté. Et c'est pour ça aussi qu'il y a encore cette image édulcorée de Bill Gates. Et là-bas, en fait, ça a été retransmis partout. Et les gens suivaient. Ils étaient devant leur télé et ils voyaient Bill Gates face au juge. Et il y a eu de grands silences très éloquents de Bill Gates parce qu'il y a un moment, on a beau être un génie, un surdoué, lorsqu'on est pris la main dans le pot de confiture, on ne peut plus répondre. Et donc, là où je veux en venir, c'est que ça se passait en 98. Donc, Bill Gates avait cette image en fait de prédateur économique qu'il était et qu'il est toujours. Et en 2000, il devient l'homme le plus généreux du monde. Et il fait la couverture de grands magazines américains, etc. On dit « Waouh, c'est incroyable, il va donner toute sa fortune ». Donc on a vu que ce n'était pas vrai hein, déjà au début de cette interview. Et donc moi, ce qui m'a vraiment interpellé, c'est comment c'est possible de faire un inversement d'image à ce point-là et de le faire aussi vite. Bill Gates s'est servi de plusieurs choses, mais je crois que la chose la plus intéressante à analyser, en fait, c'est l'autocensure. C'est-à-dire qu'il distribue tellement d'argent que quand les problèmes sont là, on les tait.
Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Il faut savoir aussi que dans la Fondation Bill et Melinda Gates, il y a un budget communication qui est carrément colossal, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la Fondation est aussi puissante qu'un pays, par exemple? Elle est plus puissante que beaucoup de pays, en réalité. Bill Gates, en tout cas, pour ne pas le confondre avec sa fondation, Bill Gates est plus riche que 45 des 48 pays d'Afrique subsaharienne. C'est-à-dire que quand c'est ça, c'est-à-dire que le continent est un terrain de jeu, quoi, hein, pour lui. Dans bien des domaines, et notamment santé, agriculture, le budget de la Fondation est devant le budget d'aide de bien des pays. Et ça, en fait, on en constate les effets, notamment à l'OMS, où étant l'un des plus gros donateurs, il a aussi la main sur des décisions vraiment importantes. L'Organisation mondiale de la santé. Voilà, sur des décisions importantes et sur des axes stratégiques qui sont pris par l'OMS. Donc, ça signifie un problème démocratique. Cette pratique du philanthrocapitalisme permet, en fait, à un multimilliardaire de prendre la main sur des questions telles que l'environnement, la protection de l'environnement et la santé. Est-ce qu'on pourra l'arrêter un jour? J'espère. J'espère, mais je pense qu'il profite d'une sorte de vide juridique. C'est-à-dire que quand vous avez une fondation, il y a beaucoup de choses qui sont possibles, qui ne le seraient pas si le budget était soumis à d'autres institutions et davantage en tout cas aux citoyens. Donc c'est vraiment à nous, en tout cas, de nous protéger de lui, quoi. Merci Lionel Astruc. Je rappelle donc votre livre, L'art de la fausse générosité, sur la Fondation Bill et Melinda Gates. Merci. Au revoir.